Notre invité politique pour cette émission spéciale, c'est Laurent Wauquiez. Bonjour Laurent Wauquiez, merci beaucoup d'être avec nous, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est ensemble pendant 1 heure pour une interview en partenariat avec La Montagne, Le Dauphiné Libéré et Le Progrès. À mes côtés pour cette interview, Laurent Bernard, journaliste à La Montagne. Bonjour Laurent. Bonjour. Et pour cette première partie, Dominique Goubatian est avec nous, journaliste au Progrès. Et messieurs, on précise que vous êtes masqués parce qu'entre vous, les distances réglementaires ne sont pas respectées. Laurent Wauquiez, on va commencer bien sûr en parlant de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a été président du Conseil régional d'Auvergne après avoir été président de la République. Quel héritage a-t-il laissé en Auvergne et comment la région va lui rendre hommage ? D'abord, c'est intéressant d'aborder la personnalité de Giscard d'Estaing à travers son implication en Auvergne. Parce que je pense que la plupart des Français ont l'image d'un président avec cette grande stature, l'intelligence très vive qu'il avait, et on utilise souvent ce qualificatif pour Giscard d'Estaing. Le président de la République, qui est quand même un acteur de l'histoire, et l'Européen. Et en fait, il y a une dimension à côté de laquelle, au niveau national, on passe souvent, c'est l'élu local. Et il aimait profondément ça. Moi, j'ai des souvenirs de déplacements de Giscard d'Estaing à la Chaise-Dieu, du président Giscard d'Estaing à la Chaise-Dieu, et où il était passionné par les chantiers, il aimait ça. Il aimait aller regarder comment les choses se mettaient en place, comment ça se dotait. Nous, en Auvergne, avec la relation parfois un peu compliquée qu'il y a eu à certains moments entre le président Giscard d'Estaing et l'Auvergne, et maintenant, quand on la regarde avec un petit pas de recul, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté à notre territoire. Le désenclavement avec l'autoroute, on la lui doit. Un équipement comme Vulcania, c'était vraiment sa vision de l'Auvergne. La Grande Halle, qui est un des équipements phares de notre territoire, c'est lui qui l'a apporté. Et il avait toujours, moi je me souviens au moment où j'ai été élu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'étais allé le voir, il m'avait dit 2 choses. 1, il faut veiller sur l'Auvergne. Parce que dans cette grande région, il ne faut pas que l'Auvergne soit oubliée et c'est un danger. Et 2, il m'avait donné ce conseil que j'aime beaucoup, il faut toujours avoir de l'ambition. Quand on gère une collectivité territoriale, il ne faut pas hésiter à sortir des grands équipements qui permettent de projeter vers l'avenir. Et ça, c'était ce Giscard d'Estaing qui aimait son territoire, qui aimait faire des choses, qui aimait ce qui était concret. Et c'était lui aussi. C'est pas forcément l'image qu'il a, mais c'était lui aussi. Vous m'avez posé une question, comment est-ce qu'on a souhaité lui rendre hommage ? Bon, d'abord, très simplement, sur un des équipements dont il a doté notre région, qui est la Grande Halle. On s'est demandé comment le faire le mieux et assez sobrement. Et on a juste mis un drapeau auvergnat, qui est le drapeau de l'Auvergne, que moi j'aime, et marqué en dessous simplement merci. Et déjà pour nous, c'est une façon de témoigner cet acte de reconnaissance. Et la deuxième chose, plus importante, mais cette décision, je souhaite qu'elle soit prise avec sa famille, c'est qu'on voudrait que son nom soit associé à Vulcania, qui est quand même sa 2e grande réalisation en Auvergne, et que ça puisse devenir Vulcania, Centre européen Giscard d'Estaing du volcanisme. Et je trouve que c'est juste une façon de remercier simplement, sobrement, mais de ne pas oublier tout ce qu'il a fait pour l'Auvergne. Il l'a aimé. Et ça, je le crois profondément. Il s'est battu pour elle. Et c'est bien qu'on ait ce témoignage simple de reconnaissance. Et voilà, il s'est dit, on va parler de la crise sanitaire. Laurent Wauquiez a un enjeu évidemment national et pour votre région, le gouvernement qui a présenté hier sa stratégie vaccinale, avec notamment la création d'un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui comprend des représentants des collectivités territoriales. Est-ce qu'en tant que président de région, vous avez été associé, vous avez été consulté, vous avez été informé de la stratégie vaccinale du gouvernement ? Non, mais ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, dans cette crise, depuis le début, on essaie de proposer. J'aime pas tellement les polémiques parce que je pense que dans une période qui est aussi difficile, il faut que tout le monde fasse l'effort d'avancer, que le gouvernement définisse sa stratégie nationale de vaccins. Je trouve ça parfaitement légitime. Nous, on proposera de contribuer et d'aider. Comme vous le savez, la région s'est engagée dans une grande campagne de tests. On en parlera après. Et je pense que l'expérience qu'on va acquérir sera précieuse. Parce que c'est une campagne à l'échelle de toute notre région, c'est une campagne de santé publique extrêmement importante et qu'elle va nous permettre de voir ce qui marche pas, comment fonctionner, comment aller dans les lycées, comment travailler avec les entreprises. On va en parler, mais sur le vaccin, vous dites le président de région que je suis doit être associé ou non ? Ça doit être une stratégie nationale qui ne doit pas dépendre des présidents de région ? Juste un repère. Depuis le début dans la crise, si on regarde,
quand ça a été trop piloté du national, ça n'a souvent pas marché. Souvenez-vous, à l'époque, au national, on nous disait le port du masque n'est pas nécessaire. On avait un ministre de la Santé qui expliquait que le masque servait à rien. Au niveau des collectivités locales, heureusement qu'on n'avait pas écouté et que tout le monde s'est mis à déployer et à donner des masques. Vous êtes dans une région où chaque habitant a reçu un masque qui a été donné par la région. Et ce n'était pas nous, hein, c'était en partenariat avec les entreprises, les industries qui nous ont aidés. La campagne de test, au début, quand même, ça n'a pas très bien marché, ça a été compliqué. Et donc je pense que pour moi, c'est vraiment une des leçons fondamentales de la crise. Notre pays est trop centralisé. C'est trop uniquement à partir d'un fonctionnement où, à Paris, ils continuent à penser qu'on peut décider dans un ministère ou à l'Élysée et qu'ensuite, ça va marcher. C'est pas vrai. La France, c'est plus ça. Et je pense que nos compatriotes, nos habitants attendent qu'il y ait plus de souplesse, qu'on fasse un peu plus confiance au territoire, que ce ne soit pas un espèce de moule national. Et j'espère que pour le vaccin, ils ne vont pas faire cette erreur. Donc nous, la main est tendue, on est prêt à travailler en commun, on est prêt à avancer avec. Tout ce qu'on pourra faire pour contribuer, on le fera. Mais ma seule demande, c'est ne faites pas un pilotage uniquement national défini depuis Paris, parce que ça ne marchera pas. Dominique. Donc vous avez lancé ce grand plan de dépistage massif. L'objectif, c'est 4 millions de tests. Où vous en êtes aujourd'hui? La date, vous aviez avancé la date du 16 décembre. Le maire de Lyon et le maire de Villeurbanne proposent, eux, une date après les fêtes. Où on en est aujourd'hui? Alors, d'abord, je veux bien définir notre objectif. Cette campagne, elle est volontaire. Donc l'idée, c'est pas de dire on va faire obligatoirement 4 millions, 3 millions ou 5 ou 500 000, elle est volontaire. Et donc, ce qui est important, c'est que tous ceux qui font la démarche aient la possibilité simplement pendant cette semaine d'être testés. C'est le premier point. Deuxième point, pourquoi on le fait? Parce que c'est ça le plus important. On le fait parce que l'objectif, c'est tous de se dépister avant les fêtes de Noël pour protéger nos compatriotes, nos familles, nos parents, nos grands-parents. Au moment des fêtes, on va tous avoir envie de se retrouver et ce sera normal. Le confinement a été dur pour les familles. Et donc, les gens vont se retrouver et il faut qu'on se protège. Et donc, le test, aujourd'hui, c'est la meilleure façon de se protéger. Et ce sera avant Noël, donc. Alors, c'est la semaine avant Noël, donc bien sûr. Le 7 décembre est maintenu. Du 14 au 21. Ce sera partout dans la région. Les tests sont gratuits. Ils sont avec des résultats rapides, pour certains tout de suite, pour d'autres avec un délai de 24 heures. Le laboratoire ou les gens qui testent s'occuperont d'informer les gens. Il est fait en partenariat avec l'Agence régionale de santé, avec l'assurance maladie. L'objectif, c'est qu'on le fasse en commun avec tous ceux qui œuvrent pour protéger notre santé. C'est très important pour nous. Vous aviez appelé la Croix-Rouge, les pompiers, les médecins. Est-ce qu'ils ont répondu? Hier, pour vous donner un exemple, j'étais en appel avec tous les SDIS, tous les services de pompiers de toute la région. Et on a passé quasiment 1h30 ensemble à vérifier ce que chacun faisait, comment ils pouvaient contribuer. Par exemple, dans la Loire, les services des sapeurs-pompiers m'indiquaient nous, on a à peu près une force de 30 personnes de tests qu'on pourra déployer. On faisait le point absolument partout. On était avec le contrôleur général du Puy-de-Dôme qui expliquait comment est-ce qu'il pouvait s'impliquer. Donc, on sera avec les sapeurs-pompiers. Les réseaux de la Croix-Rouge, les infirmiers et infirmières auxquels je veux rendre hommage, plus de 2000 infirmiers et infirmières qui ont répondu présent, qui nous ont dit « Go, on y va, on est avec vous ». Les médecins, et notamment ça m'a touché, des médecins retraités. On a un médecin retraité remarquable du Puy-de-Dôme qui, avec le club du Lions, va organiser un accompagnement à nos côtés. Et donc, il y a une vraie mobilisation. Je pense que tout le monde a conscience qu'au fond, c'est vraiment un impératif de santé publique. On va faire tous les lycées. Et on a cette chance, je pense, de pouvoir répondre ensemble à ce défi. Ce sera, j'insiste bien dessus, la première campagne de dépistage massif dans notre pays. Et je suis content parce que ça renvoie à la question qu'on avait. Au début, souvenez-vous, quand j'ai lancé les choses, on a eu des critiques du ministre de la Santé. Et aujourd'hui, permettez, le gouvernement va lancer des tests massifs salivaires sur Le Havre, Lille et Saint-Étienne. Et donc, ça m'a un peu fait sourire parce que je me suis dit, voilà, c'est typique de ce qu'on se disait. Quand on a sorti l'idée, ils ont commencé par critiquer. Moi, je préfère quand on travaille ensemble plutôt que de critiquer. Et puis, 3 semaines après, finalement, ils se sont dit, en fait, si, c'est une bonne idée, on y va. Et tant mieux, c'est bien.
si ce qu'on fait nous, au niveau local, permet de faire bouger les choses, et que du coup, des bonnes idées qui naissent du terrain sont ensuite suivies au niveau national, tant mieux. C'est tout ce qu'on demande. Mais vous dites en même temps, l'État ne nous a pas consultés sur les politiques face au Covid. Et là, peut-être que si vous les aviez consultés, vous auriez pu faire ensemble cette politique-là de dépistage. Hier, j'étais avec Jean Castex au téléphone. Et qui est un Premier ministre pour lequel moi j'ai du respect. Je vois qu'en ce moment il est très critiqué. Personnellement, en tout cas, j'essaye qu'on travaille ensemble. Et vous l'avez vu, on a signé plusieurs protocoles d'accord, notamment pour l'Auvergne. Donc, je suis dans une démarche. En tout cas, on essaye de travailler en commun le plus possible dans cette période de crise. Je pense que c'est nécessaire. Jean Castex, et je lui disais hier, mais nous, on va contribuer. Le plan qu'on fait, il m'interrogeait, mais il est fait avec l'ARS. On a mis en place un protocole commun. On a un très bon directeur d'ARS dans notre région. Donc ça se passe bien avec l'ARS en Rhône-Alpes-Auvergne? Non, c'est pas que ça se passe bien, c'est que ça se passe très bien. On est quasiment au téléphone tous les 3 jours en commun. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Yves Graal, qui a contribué à protéger notre région. On aurait pu connaître un destin comme ce qui a été le Grand Est à un moment, et il a eu une démarche de travail en commun. On a tous été en commun. Donc ça a été un point positif pour nous. Et donc, bien évidemment, que notre campagne de tests massive, elle va contribuer à la politique de tests nationale. Et c'est quand même pour nous intéressant de se dire, la première campagne de tests massive, elle est chez nous. Le gouvernement, au fond, vient de valider l'intérêt de ces campagnes massives. La Haute Autorité de Santé a dit que c'était intéressant. Et donc, voilà, on ouvre la trace, comme on dit en montagne. Dominique Goubatian, dans cette crise sanitaire, il y a un sujet, notamment, c'est la méthode de déconfinement. Et c'est un sujet qui vous inquiète particulièrement, Laurent Wauquiez, ce sont les stations de ski. On va en parler avec vous, Dominique. Oui, alors il y a beaucoup de stations de ski, notamment dans la région et aussi dans le Puy-de-Dôme où nous sommes aujourd'hui. Vous avez saisi le Conseil d'État par rapport à la décision du gouvernement qui est de fermer les remontées mécaniques. Comme pour les messes, vous pensez que le gouvernement va revenir sur sa décision et enfin rouvrir ces remontées mécaniques? Est-ce que vous le souhaitez? Non, mais juste si on se pose 2 secondes, parce qu'il y a quand même des moments où dans notre pays, la folie administrative parisienne, il faut quand même prendre un petit temps de recul et se pincer pour y croire. Bon, je résume. Vous pouvez aller dans le métro, mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur un télésiège dans le Sancy. Au moment des fêtes, vous pourrez aller dans une salle de spectacle ou un cinéma fermé à Paris, et par contre, vous n'avez pas le droit d'aller dans une station du Puy-de-Dôme ou du Cantal pour faire du ski. Et ce qui est quand même le summum du summum, vous allez pouvoir aller à l'étranger pour passer vos vacances. Je laisse de côté la question des stations de ski, mais par contre, vous ne pouvez pas aller dans nos montagnes pour skier. Mais où est la logique? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la logique? Si on se disait, oui, ça a du sens, tout ça est cohérent, c'est rationnel, on serait tous prêts à faire des sacrifices. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la colère dans la montagne et dans la montagne de notre région? Et parce que les gens disent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas été fondé sur des critères sanitaires. La situation s'améliore dans notre région. On était la région la plus touchée, on ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, c'est Bourgogne-Franche-Comté qui est beaucoup plus touchée que nous. Donc, d'abord, la situation sanitaire s'améliore, donc la décision ne repose pas là-dessus. C'est une interdiction. Pardon, Laurent Wauquiez, sur la surcharge des hôpitaux. Le ski, ce sont des blessés, ce sont des gens aux urgences, ce sont des gens en traumatologie. Est-ce que les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes ont les moyens d'accueillir ces gens en plus de ceux qui sont soignés pour le Covid? Dire ça, c'est ne pas connaître le fonctionnement des stations de ski. 80% des accidents sont gérés par les cabinets médicaux qui sont directement dans les stations et qui sont des passionnés aussi de la montagne. C'est les médecins avec lesquels j'ai échangé encore en début de semaine, qui ont des cabinets avec les infirmiers et qui gèrent 80%. Par ailleurs, on a une grande région, c'est fait pour être solidaire. On a la capacité d'organiser de l'accompagnement avec des hôpitaux sur d'autres zones de notre région qui sont moins touchées. C'est 130 000 personnes dont le gagne-pain dépend de la saison de ski. C'est des moniteurs, c'est des guides, c'est des petites stations. Dans le Puy-de-Dôme, ce n'est pas des stations qui roulent sur l'or, pour lesquelles ça dépend de ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est allé en justice? Vous savez, je pense que dans l'histoire de la justice administrative en France, c'est très rare qu'il y ait autant de collectivités locales qui s'unissent pour porter un recours. Ce n'est pas seulement celle de notre région. Tous les départements montagnards de la région sont tous à bord. Toutes les régions sont à bord, de toute sensibilité, de gauche comme de droite. Tout le monde s'est adjoint à l'initiative qu'on a lancée.
Et donc c'est toute la montagne qui se lève pour dire stop, on reprend le bon sens. Juste ça, on reprend le bon sens. On est prêt à faire tous les protocoles sanitaires les plus stricts, les distances, les jauges, les désinfections, faire attention. La montagne, c'est un univers où on est responsable et sérieux. Parce que si vous ne l'êtes pas, ça se paye tout de suite. Et donc, ce n'est pas des gens qui font les choses n'importe comment. On est rigoureux. Mais enfin, quand même, on peut aller venir respirer le bon air de la montagne, non? Vous ne pensez pas que c'est même l'endroit sans doute le plus sain où aller pour Noël? Mais le gouvernement a prévu des indemnisations pour les professionnels de la montagne. Et pour vous, ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas le sujet. Les montagnards, ils ne demandent pas à être achetés. Ils demandent à travailler. Ce n'est pas pareil. Il y a une dignité. Pour vous, le gouvernement cherche à les acheter avec ces indemnisations, c'est ça? Quel est le sens de tout ça? On sait très bien que les indemnisations ne vont pas compenser. La déclaration qui a été faite par le président de la République, elle a soulevé une profonde incompréhension dans les montagnes. On a dit donc maintenant on va aller contrôler aux frontières, dormez tranquille, tous ceux qui vont faire du ski ailleurs. Il y a quelqu'un qui y croit sur ce plateau? Vous ne pensez pas que nos douaniers ont quelque chose d'autre à faire en ce moment? Qu'en matière de sécurité, ils ont d'autres préoccupations? Et aller nous faire croire qu'on va aller chercher toute personne qui franchit la douane en lui demandant vous étiez en station de ski? Personne n'y croit. C'est de la com, un effet d'annonce pour vous? Ça ne tient pas debout. Et donc, et c'est là où je me dis parfois, c'est la folie administrative, il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose de plus simple à faire. On ouvre, mais avec une très grande rigueur sanitaire. Et ça, c'est ce qu'on propose. Et il y a une réunion justement le 11 décembre. Qu'est-ce que vous en attendez de cette réunion? Ce que j'en attends, c'est qu'ils reprennent leurs esprits et qu'on retrouve le bon sens. Ni plus, ni moins. Et je pense que dans la crise, souvent, c'est le bon sens qui a manqué. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu une confiance en direction des collectivités locales, des mairies, de la région. C'est parce que les gens se sont dit, là au moins c'est concret, quoi. Laurent, on va parler avec vous des transports. Oui, sur les transports, donc à plusieurs reprises cette année, vous êtes intervenu pour compenser un désengagement de l'État. Il y a eu des dizaines de millions qui ont été débloqués par la région pour le train Paris-Clermont, pour l'amélioration de la ligne. Vous êtes intervenu pour qu'une compagnie aérienne remplace Air France qui avait abandonné Paris-Orly-Clermont. Est-ce que c'est le rôle de la région vraiment de compenser à chaque fois un désengagement de l'État? Monsieur Bernard, je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais je ne laisse pas les services publics fermés en Auvergne et dans ma région. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas me satisfaire, et la montagne a été un acteur très important dans cette bataille qu'on a menée, que le chemin de fer soit abandonné chez nous et qu'on nous explique qu'en Auvergne, il n'y a pas le TGV, le Paris-Clermont se dégrade et on ferme les petites lignes. Je ne peux pas accepter ça. Ce qui s'est passé avec Dragon 63, où on nous a quand même expliqué qu'on allait enlever pour la période de l'été l'hélicoptère qui était destiné à notre santé et le mettre en Lozère. Vous savez très bien que si on n'était pas intervenu, c'est ça qui se serait passé. La ligne aérienne, on est quand même Clermont-Ferrand, on est l'Auvergne. Moi, je suis auvergnat, j'ai promis de veiller sur l'Auvergne dans notre région. Je ne peux pas concevoir qu'on se retrouve à même plus avoir une ligne Clermont-Paris qui soit opérationnelle par avion. On est quand même Clermont, c'est une grande métropole. L'Auvergne, c'est un territoire où on a beaucoup de choses. Et donc, voilà, si je me dis, en mettant de l'argent sur la table, on oblige le gouvernement à bouger, j'y vais, sans aucun état d'âme. On a une région qui est forte, qui a des moyens importants, c'est une des régions les plus puissantes de France, c'est pour qu'il y ait de la solidarité. Dans la Loire, la ligne Boin-Montbrison devait fermer. On a travaillé pour pouvoir la réouvrir. J'ai refusé qu'on ferme les petites lignes. À Grenoble, l'État voulait nous fermer Grenoble-Gap. On a mis de l'argent pour sauver cette ligne. Et en Auvergne, les services publics, ça a une importance. Parce qu'on est un territoire rural. Et un territoire rural, les services publics, c'est souvent ce qui permet de tenir. Et de tenir les choses debout. Et donc pour moi, c'est très important. Et je tiens à dire, parce que Olivier Bianchi était sur votre plateau avant, et on a des différences, elles sont connues, mais qu'on a fait ça tous ensemble. Avec Jean-Yves Goudbel, que je veux remercier, avec Olivier Bianchi, et on a été soudés. Parce qu'en Auvergne, quand il s'agit de défendre l'Auvergne, on laisse de côté les différences politiques. Et cette méthode, j'y suis très attaché. De la même manière que dans la région, à chaque fois qu'on peut travailler ensemble, et que c'est possible, je préfère. Moi, je suis là pour protéger,
c'est mon travail, c'est ma vocation. La région, ça doit être une protection dans cette période, c'est ce qu'on fait. Et on essaye de le faire, y compris en se plaçant parfois au-delà de certains clivages. Sur la mobilité hydrogène, vous avez lancé le plan Zéro Émission Vallée qui consiste à aider des entreprises et des collectivités qui voudraient s'équiper en véhicules hydrogène, à installer un réseau de stations-service hydrogène. Où en est-on? Est-ce que le Covid a laissé de côté cette politique-là? Surtout pas, parce que c'est un enjeu à la fois pour l'environnement et c'est un enjeu en termes d'emploi. Moi, je n'aime pas quand on fait de l'environnement idéologique. Parce que ça aboutit à des prises de position aussi absurdes que celles qu'on a vues sur le Tour de France ou sur les sapins de Noël. Ce que j'aime dans notre région, c'est quand on fait de l'environnement concret. L'hydrogène, qu'est-ce que c'est? L'hydrogène, c'est une nouvelle façon d'envisager les mobilités dans laquelle une voiture qui roule à l'hydrogène, vous mettez un verre d'eau à la sortie du pot d'échappement, la vapeur d'eau qui en sort, vous pouvez la boire. C'est totalement propre. Je vous ai vu la boire d'ailleurs. Ouais, parce que pour que les gens comprennent ce qu'on fait, c'est important. Il y a besoin de cette pédagogie. C'est quand même des choses qui sont compliquées. On parle de plein de technologies différentes. Et quand l'hydrogène en plus est couplé avec une production verte pour produire l'hydrogène, là, on gagne sur toute la ligne. Le problème de la production verte, c'est que vous avez dans le schéma régional d'aménagement du territoire veillé à ce que, à éviter que trop d'éoliennes soient installées dans la région pour préserver les paysages. Mais comment on fait si on ne produit pas l'électricité verte? Monsieur Bernard, je le redis sur ce plateau, moi, je n'aime pas les éoliennes quand elles viennent altérer nos paysages. Vous connaissez le Mézin? C'est un endroit magnifique, vous savez à quel point j'y suis attaché, c'est à la jonction en plus entre la partie Rhône-Alpes et la partie Auvergne. Le paysage, moi quand je vois des éoliennes qui poussent un peu de partout, c'est pas ce que j'ai envie, je considère pas que l'environnement se porte mieux. Quand dans l'Allier, avec ces paysages moutonnés que j'aime tellement et qui caractérisent le Bourbonnais, on se dit on va planter des mâts d'éoliennes partout, non, moi je pense pas que c'est un progrès pour l'environnement. Il y a tellement d'autres choses à faire. On peut faire la méthanisation qui nous permet d'accompagner les revenus pour nos agriculteurs. On peut travailler comme on le fait sur la ressource hydraulique. N'oubliez pas qu'on est une grande région hydraulique. On peut travailler sur des panneaux photovoltaïques quand ils sont faits dans le respect du patrimoine. On a même des solutions innovantes. On parlait des stations de ski. Une de nos idées, c'est de turbiner l'eau qui redescend des stations pour qu'en redescendant, elles produisent de l'électricité. Vous savez qu'on est la première région européenne pour la production d'énergie renouvelable. Mais on n'a pas besoin d'éoliennes. Ces éoliennes qu'on met partout dans les paysages, quand c'est des endroits adaptés où on est sur pas des sites de patrimoine naturel, oui. Mais si c'est pour aller altérer nos paysages, détruire l'environnement, et à l'arrivée qu'on se dit super, on a préservé l'environnement, on s'est mis des mâts d'éoliennes de partout comme si on était sur une zone industrielle, non. Vous me trouverez toujours en face, parce que ça, j'aime pas. Laurent Wauquiez, on va parler de l'économie et du plan de relance avec Dominique Goubetian. Oui, vous avez lancé un plan de relance régional de 1 milliard d'euros à la clé. L'opposition régionale réaffirme que cette somme était prévue, mais qu'elle est réaffectée. Alors, dites-nous un peu où va aller ce milliard dans l'économie régionale. D'abord, et là encore, j'aimerais tellement qu'à la région, l'opposition comprenne que dans cette période, il vaut mieux travailler en commun. Pourquoi cette espèce de jeu dans lequel on critique tout, on essaie toujours de trouver la petite bête? Tout l'argent qu'on investit vient d'où? Vous le savez, et souvent d'ailleurs vous l'avez scruté et regardé de près avec raison, pendant 4 ans la région a fait des économies. On est même la seule région de France à l'avoir fait. Je ne sais pas si c'est un tempérament dauphinois ou auvergnat ou ligérien, mais moi mon principe, quand ça va bien on met de l'argent de côté pour pouvoir l'utiliser quand ça va mal. Donc on a mis de l'argent de côté. Et cet argent de côté, je l'utilise en ce moment pour protéger nos compatriotes. Sur le plan sanitaire et pour leur emploi, c'est mes 2 obsessions avec la sécurité, parce que c'est ce qui est le plus important pour nos compatriotes en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Ça signifie que tout ça n'est pas financé par de la dette, aucune augmentation d'impôts. C'est tourné sur 2 priorités. D'abord, l'économie de proximité. Les petits commerçants, les restaurants, les petits hôtels familiaux. C'est eux la cible principale. Oui, parce que c'est eux qui souffrent. Ce qui s'est passé a été injuste. Les grandes surfaces ouvertes, les petits commerces fermés, ça a été injuste. Et donc, on a déployé massivement un accompagnement. Vous voyez, on faisait le point avec une commerçante de Rion, une commerçante de Feurs, un commerçant de Grenoble,
Et hier, on expliquait un peu les accompagnements qu'on va pouvoir faire pour eux. Et donc ça, c'est pour moi la première chose. Dans notre région, j'aime bien qu'on garde ce commerce de proximité. Il a durement souffert, ils peuvent fermer, beaucoup d'aide pour eux. Et je serai tout à l'heure à Roibon, qui est un endroit où les commerces ont été attaqués et saccagés. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, défendre l'économie de proximité. Le deuxième axe, c'est quoi? Vous me connaissez, votre reportage le rappelait, parfois été attaqué là-dessus. Peut-être pour avoir dit les choses avec un peu trop de détermination. Mais moi, je ne suis pas un chaud partisan des délocalisations, comme vous savez. J'ai toujours défendu la préférence régionale. J'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait une forme de protectionnisme. Et à l'époque, comme d'ailleurs quand je dénonçais les dangers de l'islamisme, j'ai été beaucoup critiqué là-dessus. Je n'ai pas changé d'avis. Je reste convaincu qu'il faut d'abord donner la préférence à nos entreprises et faire en sorte de relocaliser. Ça signifie quoi? L'économie de proximité d'un côté, de l'autre côté, ramener dans notre région de la production industrielle qui est partie au Maroc, qui est partie en Roumanie, qui est partie en Chine. Des exemples concrets. Vous n'avez pas de chaussures de basket, c'est dommage. Aujourd'hui, les baskets, il n'y en a aucune depuis 30 ans qui est fabriquée en Europe. Aucune. Si vous achetez une paire de baskets, ça vient du Vietnam ou de l'Asie. On a porté un projet avec un industriel de notre région, ardéchois, remarquable, Gilles Réguillon, l'entreprise Chamatex. Vous savez d'ailleurs que c'est ces textiles qui ont équipé le pilote de course qui a eu cet accident qui a marqué tout le monde. Et c'était du textile qui était fabriqué par Chamatex qui l'a protégé. C'est quand même une fierté. Eh bien, nous allons ramener dans notre région de la production de baskets qui va revenir de Chine, être fabriquée chez nous pour la première fois depuis 30 ans, en Europe, en France, et ce sera en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va créer une centaine d'emplois. Ce projet a été aidé par la région. Le deuxième axe de notre plan, tous ceux qui décident de ramener leur production en région seront aidés par la région parce qu'on ramène les emplois. Et prenons un dernier exemple, Diétal, qui est une entreprise importante pour le Puy-de-Dôme, qui a souffert en ce moment avec une vraie difficulté industrielle. Je m'y rendrai moi-même parce que je veux soutenir le projet qui est porté en ce moment avec un très beau projet porté par une SCOP et on va les aider pour qu'ils puissent notamment développer leur technologie. Ce sont des lampes qui permettent de faire de la désinfection et de lutter contre le Covid. Je voudrais revenir juste un petit instant sur le secteur du bâtiment et des travaux publics qui ont aussi souffert pendant cette crise et qui souffrent encore. Ils demandent aux collectivités de faire des appels d'offres parce que notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les appels d'offres ont baissé de 35% en un an. Est-ce que vous, en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez lancer des appels d'offres justement pour aider ce secteur? Alors ça, c'est notre gros axe de travail sur le sujet du BTP. On a mis de l'argent sur la table dans le cadre de ce qu'on a appelé le bonus relance. Ça s'adresse à tous les maires, mais notamment à ceux qui sont dans les secteurs ruraux et qui en général sont un peu oubliés. Et dans la région, j'aime bien qu'il n'y ait pas de territoire oublié. Et on leur a dit, si vous avez un chantier, qu'il est prêt à commencer avant mi-2021, parce que c'est maintenant que le BTP a besoin de nous, la région rajoute du financement tout de suite. Et donc, tout ce qu'on fait, nous, en ce moment, c'est qu'on dit, tous les chantiers qui peuvent sortir, on accélère, et tous ceux qui décident d'accélérer, la région viendra aider en financement. Ça vaut aussi pour des chantiers routiers. Je pense à la RN 88, je pense à la RCE1, je pense au contournement de Vichy, ça vaut pour les chantiers ferroviaires, ça vaut pour le déploiement d'Internet et de la fibre, si important. La Loire et l'Ain sont d'ailleurs deux beaux exemples de départements qui ont plutôt bien réussi leur déploiement Internet et que la région accompagne aussi massivement. Et donc le message est très clair. Oui, on est très préoccupé par la situation du BTP. Attention, ça va se jouer à la moitié de l'année prochaine. Et je m'adresse à tous les élus locaux en ce moment. Si vous avez des chantiers, sortez-les et la région viendra accompagner en financement complémentaire. Laurent Wauquiez, vous dites, mon plan de relance dans la région, il se fera sans augmentation d'impôts. Le plan de relance de l'État, le quoi qu'il en coûte, il nous conduit à un déficit supérieur à 10%, à une dette qui est quasiment à 120% du PIB. Est-ce que vous croyez, le gouvernement, quand il dit que le redressement de l'économie se fera sans augmentation d'impôts? Dans notre région, nous, c'est sans dette. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le financement, il est fait par la bonne gestion qu'on avait faite. Pourquoi? Parce que si vous faites de la dette, tous les Français le comprennent. Et il y a un moment, on va vous présenter la facture. Et donc, on vous donne d'une main, mais en réalité, on s'apprête à vous prendre de l'autre. Et c'est pour ça que moi, ma ligne de conduite, c'est toujours la même. On parle souvent de développement durable dans notre pays. Et déjà, le premier développement durable, c'est de ne pas laisser à ses enfants et à ses petits-enfants
le soin de payer la facture à votre place. Quand j'ai récupéré notre région Auvergne-Rhône-Alpes, la dette des précédents avait augmenté de plusieurs centaines de millions d'euros. Je m'étais promis de ne pas faire la même chose et de dire on gère en veillant à ne pas laisser à nos enfants et nos petits-enfants de la dette supplémentaire. Donc nous, on finance par nos économies, on ne finance pas par de la dette. Et au niveau national, c'est mal géré, il faut plus de mesures d'économie ? Quoi qu'il en coûte, c'est jamais une bonne doctrine en matière de gestion. Ça veut dire qu'il faut des économies claires, des réformes, dès maintenant. Ça veut dire que pour moi, il est indispensable que vous soyez capable d'assurer aux Français que parce que vous ne faites pas de dette supplémentaire, vous êtes capable de transmettre le pays dans de bonnes conditions. Que temporairement, on soit amené à dépenser plus, oui, mais attention sur la durée. Et je pense qu'il y a trop de responsables politiques en France qui se sont habitués à considérer qu'on pouvait dépenser n'importe comment et qu'ensuite on faisait tourner la planche à billets. Vous ne croyez pas le gouvernement quand il dit qu'il ne va pas augmenter les impôts avant la fin du quinquennat? Vous m'avez bien entendu. Je ne parle que de notre région. Et pour moi, c'est très important. Je ne fais pas de commentaires sur la politique nationale. Ce n'est pas mon sujet. Mais quand même, l'augmentation des impôts, ça concerne les Français, ça concerne vos habitants. Je vous ai répondu. Je vous ai dit que dans notre région, la doctrine, c'est aucune augmentation d'impôts et aucune augmentation de dette. Et les habitants de notre région savent que c'est comme ça que je protège notre région. Laurent Wauquiez, on reste ensemble. Laurent Bernard, on reste ensemble aussi. On remercie Dominique Goubatian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour cette seconde partie, Laurent Wauquiez, on va accueillir Ève Moulinier, journaliste au Dauphiné Libéré. Bonjour Ève Moulinier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, journaliste au Dauphiné Libéré. C'est Laurent Bernard qui va vous poser la première question de cette seconde partie. Laurent Wauquiez, sur l'identité régionale. Oui, l'identité régionale, puisque le nom d'Auvergne-Rhône-Alpes peine toujours à s'imposer. On entend beaucoup des élus et même des chefs d'entreprise de Rhône-Alpes zapper l'Auvergne. Vous les reprenez régulièrement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un nom à cette région et à ses habitants ? Monsieur Bernard, vous voulez que je fasse sauter l'Auvergne maintenant ? Vous voulez que j'enlève l'Auvergne du nom ? Je n'ai pas dit ça, mais dites-moi ce que vous voulez mettre. Vous voulez que j'enlève de notre région le nom d'Auvergne, de Rhône ou d'Alpes ? Mais jamais, jamais je ferai ça. Pourquoi ? En ce moment, je vois une petite tendance parfois à parler de aura. Je déteste ça. Ça s'appelle Auvergne, Rhône, Alpes. C'est pas magnifique ? Et quand on a la chance d'avoir 3 noms comme ça qui évoquent des choses aussi fortes pour nos Français, mais on n'y renonce pas. Vous voulez qu'on finisse comme PACA ? PACA quand vous êtes le Sud, mais c'est triste. Donc nous, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et en revanche, je vous l'avais dit, ça m'énerve beaucoup quand j'ai des élus régionaux qui oublient l'Auvergne et qui régulièrement dans leurs interventions disent juste Rhône-Alpes. Ça me met hors de moi. Parce qu'on est un ensemble et qu'on est une région qui est tellement belle, elle a tellement de force. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu une fierté quand même qui s'est construite. Alors bien sûr, quand on est en Auvergne, on dit plutôt Auvergne. Quand on est en Rhône-Alpes, on dit un peu plus Rhône-Alpes. Mais prenez un exemple qui est pour moi très symbolique. La montagne. C'est toute la montagne qui a réagi. Quand on a défendu nos stations de ski, le Cantal était avec nous, le Puy-de-Dôme était avec nous, l'Isère était là, la Savoie était là, la Haute-Savoie était là. L'Ain et la Loire et la Haute-Loire m'ont appelé en disant « mais non, on veut tous défendre ça en commun ». Et on s'est dressé d'un seul mouvement, comme la grande région de la montagne. Et donc, je pense que petit à petit, ça fait son chemin. Il y a la fierté d'abord de se dire, on est la grande région française. Et puis, il y a des points communs qu'on a. On est une région dans laquelle on est attaché au travail. Chez nous, la ruralité, ça compte. On aime bien qu'il n'y ait pas de territoire oublié. On est une région où on aime bien faire les choses un peu avant les autres. On est assez innovant. On aime bien qu'on ne nous explique pas trop à Paris comment faire chez nous. On aime bien décider dans notre territoire. Et puis, on est une région de montagne. C'est bien quand même. Et une région du vin. Ça nous fait quand même des belles caractéristiques. Et vous voudriez que j'appelle ça autrement ? Il faudra me passer dessus, monsieur Bernard. Non, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et j'aime bien que ce soit comme ça. Et justement, on va parler de votre région, on va parler des régionales avec Ève. Je vais vous poser la question. Serez-vous candidat en juin prochain au régional ? C'est normal que vous me posiez la question, madame Moulinier. Mais mettez-vous 2 secondes dans la tête de ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent. Ils ont leur famille qui a été atteinte par le virus. C'est pas fini, hein. Il y a eu des problèmes d'emploi très lourds et qui parfois ont touché de façon injuste plutôt les petits. Et des gens qui n'ont pas beaucoup d'ailleurs de système de protection sociale. Il faut se battre pour les sauver. On a des sujets d'emploi qui sont lourds dans nos vallées alpines.
commence à avoir un certain nombre de dossiers et d'emplois où des gens risquent de perdre leur emploi. Et je viendrai sur ce plateau vous dire que je suis candidat. On verra plus tard. C'est pas la question. Plus tard, c'est quand, Laurent Wauquiez? Plus tard, c'est déjà quand on connaîtra la date des régionales, ce qu'on ne sait même pas. Et donc, pour moi, mon seul travail en ce moment, c'est protéger. Je dois protéger notre région. C'est ça que les gens attendent de moi. Quand vous êtes un élu aujourd'hui, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a de l'inquiétude et de la colère dans le pays. Et quand ils regardent leurs élus, ils se disent une seule chose. Il fait le travail, il est utile, il m'apporte des choses même modestes dans ma vie quotidienne ou c'est juste de la parlotte. Nous, on a amené les masques à chaque habitant. On a mis en place des protections pour nos commerçants, nos restaurants, qu'ils n'ont même pas eu au niveau national. On se bat pour la montagne. Et c'est ces repères simples qu'on essaye d'avoir. Je ne prétends pas qu'on fasse des miracles, mais je veux que ce soit concret. Quand, dans les locaux du Dauphiné libéré, je vous avais dit, on ne laissera pas fermer Grenoble-Gap. Grenoble-Gap n'a pas fermé. Les travaux sont en cours. Ils seront finis en 2023 complètement et la ligne aura repris sa cadence. Et je me suis battu pour. Quand on avait dit Dragon 63, on aura Dragon 63 l'été, on a eu 3 hélicoptères qui ont été sur la partie auvergnate et on n'a pas lâché. Et c'est ça ce que je veux faire. Et dans cette période, c'est la seule chose que les gens attendent de moi. Mais justement, j'ai reparlé un petit peu politique. Depuis la fin de votre présidence à la tête des LR, vous avez un peu changé d'image politique. Vous êtes passé de Laurent Wauquiez, le droitier, à Laurent Wauquiez, le faiseur, l'homme d'action, le protecteur, puisque c'est le mot que vous employez. Est-ce que c'est comme ça que vous allez vous présenter pour les prochaines régionales? Parce que, on le sait bien, vous allez être candidat. Vous avez des intuitions, Madame Moulinier. Juste, d'abord, le premier point quand même, parce que je voudrais y revenir un instant. Quand on dit le droitier, pourquoi? Parce que j'ai défendu le protectionnisme, sur lequel en ce moment tout le monde vient? Parce qu'à une époque où il y avait beaucoup de lâcheté au niveau national sur cette question, j'ai tiré les sonnettes d'alarme sur les dangers de l'islamisme. Pourquoi? Parce que j'avais dit attention à toute cette catégorie de Français qui travaillent, qui laissent une partie de leur salaire dans leur temps de trajet et qui, à l'arrivée, ne gagnent pas forcément plus que ce qu'ils gagneraient si jamais ils restaient chez eux et qui a été à l'origine de la protestation du mouvement des Gilets jaunes. Je me suis toujours fixé une ligne dans mon engagement politique. Je dis les choses. Parfois ça déplaît, parfois c'est trop tôt, parfois c'est peut-être avec trop d'énergie, mais c'est comme ça que je suis fait. Et ça, c'est ma vérité. Vous êtes un visionnaire? C'est pas du tout ce que je prétends dire. Parce que un visionnaire, c'est quelqu'un qui prétend voir les choses avant les autres. Moi, c'est pas ma méthode. Vous le savez, je me suis toujours construit à partir du terrain, parce que c'est ce que j'aime. La seule chose que je fais, c'est que j'essaye d'écouter. J'essaye de voir. J'essaye d'entendre ce que les habitants de notre région me disent. Et j'adore la sillonner dans tous les sens, parce qu'elle est tellement belle. Il y a tellement de choses à regarder, à comprendre, prendre le temps, se poser, voir ce que les gens ont à vous dire. C'est ça, moi, ce qui est ma façon de faire. Après, vous me demandez comment est-ce que j'aborde les choses. Je n'ai pas renoncé à mes valeurs. Je n'ai pas renoncé à ce que je porte. J'ai appris, par contre. J'ai appris aussi des moments où je n'ai pas su m'exprimer, où j'ai pu être caricatural, où j'ai peut-être été trop direct. Dans la vie, on apprend de ses échecs. Et tant mieux. Et il faut savoir avoir l'humilité de se dire, ben voilà, là, j'ai fait des erreurs. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais en tout cas, ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'ai une colonne vertébrale. Et c'est important. Et j'ai des choses auxquelles je tiens. Et ça, je continuerai à les porter et les défendre. Parce que c'est comme ça que je suis fait, je ne sais pas faire autrement. Laurent Wauquiez, vous n'êtes pas encore candidat, mais vous êtes déjà testé dans les sondages pour les régionales dans votre région. On va regarder le sondage IFOP qui est paru la semaine dernière, qui vous donne en tête à 31%. Derrière vous, le Rassemblement national à 20%, La République en marche à 13%, le PS et Europe Écologie Les Verts qui font chacun 12-13%. On va en parler avec Laurent. Oui, les écologistes qui semblaient être devenus vos meilleurs ennemis depuis les élections municipales et les victoires à Lyon. Quand vous voyez ce sondage, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous donne envie de vous présenter candidat? Vous êtes réparti la tâche, vous ne voulez pas me lâcher. Bon, voilà, un sondage, c'est un sondage. Et puis, pour avoir connu des sondages plus difficiles, je sais les prendre avec du recul. Après, la seule chose qui est pour nous encourageante, c'est que globalement, les gens dans ce sondage disent quoi? Ils disent on voit ce que la région fait et on considère que ça va dans la bonne direction.
Et même d'ailleurs, indépendamment parfois des sensibilités politiques, hein, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la même opinion que moi au niveau national, mais qui disent dans la région, cette équipe fait le travail et ça nous va et ça nous convient. C'est notamment le cas en Auvergne, dans le sondage, quand on regarde bien, puisque les Auvergnats semblent préférer avoir un président de région de droite auvergnat plutôt qu'un président rhône-alpin de gauche. C'est le sentiment que vous avez aussi ? D'abord, ce qui est pour moi encourageant, c'est que globalement et très largement dans toute la région, tout le monde dit que le bilan de la région est positif. Chez Ève Moulinier, on est à plus de 60% de gens qui disent « mais c'est bien, ça va dans la bonne direction, les Alpes sont défendues ». Très bien, c'est important pour moi. Sur nos territoires du Rhône, que je connais bien, ceux qui sont autour de la Haute-Loire, il y a aussi une adhésion à ce qu'on fait. Et en Auvergne, je pense qu'il y a une sensibilité qui est propre. Pour l'Auvergne, cette grande région, c'était et c'est potentiellement à la fois un atout et une menace. Pour l'Auvergne, c'est une chance, parce que c'est une grande région avec plus de moyens. Et en même temps, c'est une menace, parce que l'Auvergne est plus petite dedans et peut être oubliée. Quand vous êtes dans le Cantal, quand vous êtes dans l'Allier, vous pouvez vous dire, s'il n'y a pas un président auvergnat, on ne risque pas de penser à nous. Et même dans le Puy-de-Dôme, il y a cette crainte. Et vous le savez, moi, ma doctrine, c'est toujours la même. Il n'y a pas de territoire oublié pour moi. C'est la Maltaisine, pour moi, ça compte. Et on a aidé des investissements en matière de santé en Maltaisine. Les Combrailles, dans lesquels j'étais, sur le dossier très important d'Aubert-et-Duval. C'est un territoire que j'aime, parce qu'il renvoie à des choses auxquelles je suis attaché, qui correspondent aussi à une ruralité que j'apprécie et que je défends. Et donc, les Auvergnats le savent. Je suis auvergnat, je ne l'ai pas oublié. Et en même temps, mon devoir, c'est de veiller sur toute la région, dans toutes ses composantes, jusque dans la plus petite vallée alpine de Maurienne, qui est un territoire dans lequel qu'on accompagne beaucoup et que Ève connaît bien, ou dans la Drôme des Collines, qui eux aussi ont cette inquiétude de se dire mais on est au bout de la région. Et je suis très attentif aux territoires les plus périphériques, parce qu'ils font notre région. Notre région, c'est un ensemble, c'est une équipe. Et j'aime bien, moi, vous savez que j'adore le rugby, la cohésion, c'est très important dans un territoire, dans une région comme la nôtre. Il faut être ensemble. Ève. Ouais, je vais revenir sur les écologistes. Lors des dernières assemblées plénières, vous avez semblé particulièrement punchy avec les oppositions écologistes, plus qu'avec les autres. Est-ce que vous avez choisi votre adversaire pour ces régionales, ou est-ce qu'il y a une volonté de combattre l'axe écolo qui, aujourd'hui, depuis les municipales, va de Annecy à Lyon, en passant par Grenoble, évidemment? Il y a juste, dans le positionnement de l'extrême gauche et des Verts, des choses que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, les critiques qui sont sorties pour faire du buzz sur le Tour de France, sur les sapins de Noël, etc., je me dis, quel est l'intérêt et à quoi ça rime ? À l'arrivée, pour le développement durable, il y a peut-être d'autres choses un peu plus importantes à traiter. Vous avez parlé d'environnement idéologique tout à l'heure. Ils font ça, oui. C'est ça, c'est de l'environnement idéologique? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est attaché à l'écologie et qu'on fait tous de l'écologie. Après, chacun le fait avec sa sensibilité. Aujourd'hui, ce que je constate dans l'approche d'Europe Écologie Les Verts, c'est que c'est de l'écologie d'extrême gauche. Et d'ailleurs, partout où il gère avec l'extrême gauche. Le groupe qui est à la région, il est avec l'extrême gauche. À Grenoble, c'est avec l'extrême gauche. À Lyon, c'est avec l'extrême gauche. Et pour moi, ça aboutit à des positions qui sont, à mon avis, une erreur. Et c'est ça ce que je trouve dommage. Prenons un exemple concret, le Lyon-Turin. Mais le Lyon-Turin, c'est évidemment un équipement dont on a besoin. Ça consiste à faire une ligne de chemin de fer où vous prenez les camions, vous les mettez sur le chemin de fer pour les sortir de nos vallées. Tout le monde attend ça. Eh bien, l'extrême gauche et les Verts sont contre. Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi ils sont contre le Lyon-Turin. À Lyon, par exemple, ils sont très réticents contre le métro. Je ne comprends pas. Pour moi, le métro, c'est intéressant. Ils disent « Ah non, parce qu'il faut au contraire faire tout en surface pour bloquer tout le monde ». Moi, ce n'est pas ma position. Je préfère une écologie plus concrète. Et puis surtout, il y a la question de la sécurité, qui est ma très grande divergence avec l'extrême gauche et les Verts. On va y revenir. Et justement, on va en parler de la sécurité. Et puis enfin, et Madame Moulinier, vous le savez, je trouve parfois que dans leur position, il y a trop de complaisance avec les sujets d'intégrisme et d'islamisme. Et on l'a quand même vécu à Grenoble, où de façon très choquante, la mairie de Grenoble est allée subventionner une association qui est une des associations très caractéristiques de l'intégrisme islamiste et qui d'ailleurs est aujourd'hui dans les viseurs au plan national. Je pose juste la question. La mairie et la métropole. Mais qu'allait-il faire dedans ? Pourquoi est-ce que l'argent du contribuable de Grenoble a été mis dans cette association ? Ça rimait à quoi ? Vous savez très bien à quoi ça rimait.
C'est derrière, on fait des petites compromissions avec le communautarisme parce qu'on pense que derrière, on va récupérer des voix. C'est ça, ce qui est derrière. Il faut appeler un chat, clairement. Eh bien, moi, je ne me suis jamais tombé dedans. Et vous le savez, quand, par exemple, à Lyon, il y avait un projet qui était financé notamment par l'Arabie Saoudite, toutes les collectivités locales ont financé, pas la région. Parce que moi, je ne vais pas dans des projets qui sont financés par des pays étrangers dont je me méfie, parce que je considère qu'ils font un travail rampant de l'intégrisme. Et quand, au moment de l'inauguration, celui qui était présent était l'ancien ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, qui est soupçonné d'avoir participé à l'attentat d'un de vos confrères massacré au consulat à Istanbul, j'avais honte. J'avais honte pour tous ceux qui étaient là. Et donc, quand je vois l'extrême gauche et les Verts faire ces compromissions avec l'intégrisme islamiste, sincèrement, moi, ce n'est pas mon approche. Quand le maire de Lyon ne va pas la veille à Fourvière parce qu'il explique que ce n'est pas compatible avec la laïcité, mais que le lendemain, il pose la première pierre d'une mosquée, j'ai du mal à comprendre la cohérence. C'est ça vos points de divergence avec les écolos. Il y a ces dernières années, avec Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, il y avait une certaine entente cordiale entre vous deux, puisque même pendant les municipales, il a dit du bien de vous. Pas politiquement, hein. Vous me rassurez. Mais il a apprécié la façon dont vous aviez travaillé avec lui. Mais par contre, sur la sécurité, ça s'est gâché cet été. Éric Piolle est quelqu'un pour qui, humainement, j'ai du respect et de l'estime. Et à chaque fois qu'on peut travailler ensemble, j'essaye de le faire. On l'a fait sur Alpexpo, où vous savez que la région a décidé de sauver cet équipement très important pour Grenoble, et on l'a fait en lien avec la mairie. Il y a des projets de mobilité sur Grenoble que la région soutient, notamment la mise en place de transports par câble. Et Grenoble, c'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup de respect, parce qu'elle est innovante, il y a beaucoup de choses, on a la chance d'avoir nos chercheurs, nos universitaires. Donc, moi, mon devoir, c'est qu'à chaque fois qu'on peut mettre de côté les différences, on le fait. En revanche, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que le maire de Grenoble ne saisit pas la main que je lui ai tendue pour travailler ensemble sur la sécurité. Mais vous lui avez proposé de financer des caméras, alors qu'on sait très bien sa position, donc c'était un peu démagogique. Mais pourquoi ? Enfin, pardon, mais ce qui est idéologique et démagogique, c'est sa position. Pourquoi est-ce qu'on est contre les caméras à Grenoble ? Enfin, les caméras, ça a montré son utilité partout en France. Même dans des communes qui sont des communes de sensibilité différente. Pourquoi est-ce que uniquement l'extrême gauche et les Verts continuent à ne pas comprendre que l'insécurité, ça touche tout le monde ? Et surtout les plus fragiles, les plus modestes. Mettre des caméras, quand par exemple le maire de Grenoble dit « oui, je vais utiliser les caméras pour contrôler les voitures polluantes ». Enfin, il y a peut-être aussi d'autres manières d'utiliser les caméras que de tomber sur les automobilistes. Moi qui les utilise pour ça, pourquoi pas si c'est son souhait, mais il les utilise aussi contre la drogue, contre les malfaiteurs, contre les agressions, contre les dégradations. Et vous croyez vraiment qu'une caméra tiendrait dans un quartier ? Il y en a qui tiennent. Et je vais vous donner un exemple très concret. Saint-Priest, commune de la métropole de Lyon. C'est une de celles qui a été les plus innovantes sur le déploiement de la vidéoprotection. Pas que ça. J'ai proposé de la vidéoprotection, j'ai proposé de l'équipement pour la police municipale, j'ai proposé qu'on puisse renforcer les moyens de police sur le terrain. Saint-Priest l'a fait. C'est aujourd'hui la commune de notre région et de la métropole de Lyon où le taux d'élucidation est le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il a déployé des caméras, parce qu'il a aussi fait du travail de prévention, il faut les deux, parce qu'il a renforcé les équipes de police municipale et parce qu'il leur a donné de l'équipement. Et donc c'est possible, ça n'est pas une question idéologique. Donc clairement, Éric Piolle, il n'en fait pas assez en matière de sécurité dans sa ville ? C'est honnêtement pas moi qui le dis, c'est les Grenoblois qui le disent. Et le Dauphiné libéré, d'ailleurs, avait là-dessus fait l'écho de tests. C'est pour ça que je ne comprends pas sa position. Oui, mais ce qui compte, c'est pas moi. Ce qui compte, c'est les gens qui habitent à Grenoble. Les gens qui habitent à Grenoble, et vous le savez bien, Madame Moulinier, ils disent Grenoble, c'est super, il y a une bonne qualité de vie, mais la sécurité, ça ne va plus. Moi, tous les maires et tous les élus qui sont engagés sur la sécurité, je les aiderai. Le maire de Lyon, j'ai eu cet échange avec lui, il m'a répondu, on fait une étude. Une étude. Moi, c'est tout ce que je déteste en politique, c'est-à-dire on ne décide pas, on fait des études, et puis on fait des études, et puis encore des études. Puis à l'arrivée, il n'y a rien. Voilà, je pense qu'en matière de sécurité, les choses sont sérieuses dans notre pays aujourd'hui. Ça se dégrade vite, il faut agir. Dernière petite question sur Éric Piolle. Que pensez-vous de son éventuelle hypothétique candidature à la présidentielle 2022 ? Et est-ce que vous allez
vous aussi vous lancez pour 2022. Madame Molinier, si votre question c'est est-ce que je vais soutenir Éric Piolle à la présidentielle, j'ai un scoop pour vous, c'est non. On va revenir aux questions de sécurité, on va notamment parler des policiers auxquels vous avez rendu hommage, Laurent Wauquiez. Oui, vous avez rendu hommage aux policiers agressés lors de la dernière séance publique au Conseil régional. Est-ce qu'il faut renforcer la protection juridique des policiers et des gendarmes ? Vous savez, j'ai été très marqué par un incident qu'on a peut-être oublié, mais qui est un policier à Lyon, qui a fait l'objet d'une agression qui était un traquenard, en rentrant chez lui, avec sa famille, et qui aurait pu mourir s'il n'avait pas eu le réflexe en urgence d'appeler ses collègues qui sont intervenus tout de suite. Je suis allé le voir. L'homme que j'ai vu était un policier digne, qui fait son travail, qui contribue à la protection de tout le monde, qui intervenait souvent sur des patrouilles de nuit, et qui a été agressé avec une violence barbare. Je ne peux pas me dire qu'être un policier ou un gendarme, ou même un sapeur-pompier aujourd'hui dans notre pays, c'est ça. Je ne peux pas me résoudre à accepter qu'en République, quand par exemple vous êtes à Bron ou à Oyonnax, que des policiers, que des pompiers interviennent, ils se font caillasser. Je ne peux pas comprendre ça. Et donc, en ce moment, et ça me gêne quand même, ce que j'ai vu dernièrement m'a beaucoup choqué. Si on fait quand même le raccourci de ce qu'on voyait aux images des JT, il y avait d'un côté les policiers qu'on critiquait et de l'autre côté, on voyait sur la place de la République ce CRS pris à partie à coups de batte de baseball. Au Puy-en-Velay, le fils de ma voisine est CRS. Il travaille juste pour essayer de maintenir l'ordre dans nos villes et dans nos territoires. Ça aurait pu être lui sur cette image. Et j'ai pensé à lui, je l'ai connu tout gamin. Je me dis, c'est pas possible quand même. Enfin, c'est dans quel pays on est maintenant ? Et donc, moi, oui, et je l'assume. Je défends les forces de l'ordre. Je considère qu'on leur tombe dessus beaucoup trop facilement. Qu'on n'a pas conscience de la difficulté de leur mission. Est-ce que parfois ils font des erreurs ? Bien sûr, moi-même je l'ai dit, j'en fais, vous en faites aussi, tout le monde en fait. Donc ils ne sont pas... bien sûr qu'il arrive à nos forces de l'ordre de faire des erreurs, mais ils font un métier difficile, ils ont besoin du soutien. Et donc moi, comme responsable politique, j'apporte mon soutien à nos forces de l'ordre. Du soutien et de la protection, c'est-à-dire que l'article 24 de la loi de sécurité globale, est-ce que c'est une bonne manière de protéger les policiers et les gendarmes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Même chose, Monsieur Bernard, et vous le savez, je ne réponds pas sur les sujets nationaux. Vous avez un avis sur les questions de sécurité ? Ça vous tient à cœur, la question des protections des forces de l'ordre. C'est pas qu'un sujet national. Est-ce que c'est la bonne manière de renforcer la protection juridique de ces forces de l'ordre ? Ce qui me tient à cœur, moi, c'est quand je suis sollicité par des policiers ou des gendarmes pour qu'on renforce l'équipement et la vidéoprotection autour des gendarmes, comme je l'ai été notamment sur le secteur de Nantua et d'Oyonnax, on le fait. Quand on est sollicité pour pouvoir renforcer des équipes de police municipale pour qu'ils soient protégés, on le fait. Quand on déploie pour les équipes de police ferroviaire du matériel supplémentaire, et notre région est celle en France où on a le plus de police ferroviaire parce que la région les finance, on le fait. Mais est-ce que sur le plan juridique, vous dites qu'il faut le renforcer, ou est-ce qu'il y a un trou dans la raquette, ou est-ce que vous dites non, il n'y a pas besoin d'un article supplémentaire ? Je vous l'ai dit, je ne veux pas faire de commentaires de politique nationale. La seule chose que je pense, c'est que si vous écoutez les policiers et les gendarmes sur ce qu'ils attendent concrètement sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'ils attendent et sur lesquelles on ne leur répond pas. Et je pense que là-dessus, ce serait bien qu'on mette un peu l'énergie. Donc ça veut dire qu'il y a des manques encore, de la part du gouvernement. Mais tout le monde le sait. Quand vous êtes à Oyonnax et que vous avez des effectifs au commissariat où il manque du monde de façon récurrente, les policiers disent il y a peut-être des discours nationaux, mais nous, sur le terrain, on ne voit pas. Il y a des manques de moyens. Quand les moyens qui sont donnés, même si il y a des récentes et timides améliorations, on le voit bien. Quand on promet quelques petits renforts sur Lyon et que vous comptez, ça fait même pas un policier pour 200 habitants supplémentaires. On se doute bien que c'est pas à l'échelle du sujet. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre la situation. La police, la gendarmerie, nos douaniers, les gardiens de prison, les pompiers ont besoin du soutien de la nation. Et en tant que président de région, je veux qu'ils sachent que nous, dans notre collectivité, on les soutient. On ne fera pas partie de ces élus qui critiquent les forces de l'ordre, ils ont besoin de nous. On a fait un geste très simple, mais qui pour moi était symbolique. C'était de dire, quand ils prennent le train, on l'offre à nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers. Pourquoi ?
Parce que quand ils sont dans un train, je sais que s'il y a un incident, ils interviendront. Et donc, ils protègent nos compatriotes. On va parler de la lutte contre le séparatisme, vous en avez parlé, Laurent Wauquiez. Le séparatisme, Gérald Darmanin a annoncé le contrôle de 76 mosquées dans tout le territoire français. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez s'il y en a en Auvergne-Rhône-Alpes? Et est-ce qu'il y a un problème propre à notre région? Vous vous souvenez qu'il y a 4 ans, j'avais demandé qu'on fasse ça. Que de temps perdu. Donc il y en a dans notre région? Évidemment qu'il y en a dans notre région. Sur les 76 ? C'est une évidence. On sait tous que sur nos grandes métropoles, on a aussi des problèmes. Attention, et c'est très important qu'on soit clair dessus. Vous avez entendu, je ne fais jamais d'assimilation entre islamisme et islam. Et je ne veux pas que, globalement, il y ait le déni qui soit projeté sur l'ensemble des musulmans dans notre pays. L'ampleur du combat est énorme. On ne parle pas d'une toute petite minorité, on parle d'un sujet qui potentiellement est un sujet lourd pour l'islam français. Mais les premières victimes, ce sont aussi les mosquées modérées qui essayent de pratiquer leur religion dans le cadre de la République. Les premières victimes, ce sont des musulmans intégrés, qui se sont intégrés dans notre pays, qui y sont nés, qui respectent les valeurs de la France et l'ont à cœur, et qui sont les victimes de cette image qui est projetée par l'islamisme. Et donc, je demande aussi à l'ensemble de ceux qui sont attachés à un islam modéré de prendre la voie et de prendre ce combat et de lutter contre ceux qui dénaturent leur religion. L'islamisme intégriste est une menace pour la France énorme. J'en suis convaincu depuis de nombreuses années, je l'ai toujours dit, et vraiment, il n'est plus que temps d'agir. Et au niveau national, on a perdu beaucoup de temps. Vous dites on a perdu beaucoup de temps, mais est-ce que vous dites maintenant ce qui est fait, c'est bien fait? Moi, ce que j'attends maintenant, c'est les actes. J'attends de voir. J'ai l'impression qu'il y a un frémissement. Je n'ai pas oublié qu'il y a 3 ans, quand je le disais, les mêmes disaient « quelle horreur, surtout, il ne faut rien faire ». Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être enfin, il y a des yeux qui s'ouvrent. Tant mieux. Mais il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on va regarder les unes de vos journaux respectifs. On va commencer par la une de la montagne. Voilà, la une de la montagne, l'Auvergne au cœur. C'est à la une de la montagne aujourd'hui avec cette photo de Valéry Giscard d'Estaing. À la une de l'éveil de la Haute-Loire, c'est aussi Valéry Giscard d'Estaing avec cette photo et ses dates de naissance et la date de décès. À la une du Dauphiné libéré aujourd'hui. Du Progrès. Du Progrès, on commence par le Progrès. Allez, à la une du Progrès. Dépistage massif du Covid. Lyon et Villeurbanne préfèrent attendre. Et on va donc terminer par le Dauphiné libéré. Dauphiné libéré, voilà, on la voit pas, mais il la voit sur notre antenne qui est consacrée aussi à Valéry Giscard d'Estaing. Merci beaucoup. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation de la montagne, du Dauphiné libéré, du Progrès et de Public Sénat. Merci à la montagne de nous avoir accueillis ici dans ses locaux à Clermont-Ferrand. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr.